Le 24 décembre 1971, une trentaine de minutes après son décollage, le Lockheed 188 Electra, nommé Mateo Pumakawa, apparaît pour la dernière fois sur les écrans radars. C'est la dernière fois qu'il donnera un signe de vie avant de disparaître au-dessus de la forêt amazonienne, non loin de la ville d'Oyon, au Pérou. Le 5 janvier 1972, soit une dizaine de jours plus tard, une nouvelle information fait le tour du monde. Une jeune fille de 17 ans a non seulement survécu au crash et à une chute de plus de 3 km, mais elle a aussi réussi à survivre pendant 11 jours dans la forêt vierge péruvienne. Un miracle survenu pile au moment où les dispositifs de recherche de l'avion venaient d'être arrêtés. Après des jours de doute et de désolation, l'espoir reprend. Mais alors, où sont les autres? Où est l'épave? Y a-t-il d'autres survivants? Si la jeune fille n'a croisé aucun autre passager en vie, son témoignage reste crucial. Le récit de son parcours va aider à retrouver l'épave et orienter les secours, mais l'espoir ne dure pas longtemps. Dès que les équipes arrivent sur place, la réalité frappe de plein fouet. It was a dramatic and heart-wrenching experience when we arrived at the site of the disaster. We found the widespread fragments of the wreckage, and there we saw trees hung with the belongings of the travelers. Tout autour d'eux, dans les arbres, accrochés comme des boules de Noël, les cadeaux et effets personnels transportés par les 92 passagers. Parmi ces vestiges du crash, l'horreur est totale. Des morceaux de corps déchiquetés sont mêlés aux débris. Here a coin purse found just outside the camp. It probably belonged to a little girl. This must once have been a suitcase, its metal frame. It's strange that the locks are still locked. This is the heel of a lady's shoe. Ce ne sont pas de simples corps, ce sont les restes de 91 vies soufflées en une fraction de seconde. Cette jeune fille qui fait la une des journaux, c'est Juliane Köpke, une Allemande au mental d'acier. Son histoire est tellement incroyable que la presse s'en est emparée en 2 secondes, et pas toujours pour raconter la vérité. Certains ont dit qu'elle s'était construit un radeau, d'autres qu'elle aurait survécu en trouvant une constellation de gâteaux. La réalité, c'est qu'elle a survécu avec quasiment rien. Après la presse, c'est le cinéma qui lui a volé son histoire, faisant de Juliane la parfaite héroïne qui survit on ne sait comment en pleine jungle. Sauf que quand on connaît ce qu'elle a vraiment vécu, c'en est presque insultant. Juliane n'était pas une ado perdue qui doit sa survie à la chance. Mais vous allez voir, son histoire de survie n'a peut-être rien d'un miracle. Ce qui l'a sauvée, ce ne sont pas juste des coups de chance, mais ses connaissances et une force mentale hors du commun. Son secret, ne jamais voir la forêt comme un ennemi à dompter, mais comme un univers dans lequel il fallait s'adapter. Cette vidéo est possible avec le soutien de Displate, une marque que je découvre pour la première fois, après en avoir entendu parler pendant longtemps sur les réseaux. Displate propose des posters en métal ultra durable avec plus de 2 millions de designs originaux et sous licence officielle. Que vous soyez fan de films, de jeux vidéo, de séries ou encore d'art, il y en a pour tous les goûts, avec des affiches de vos franchises préférées comme Marvel, Star Wars, The Witcher et plus encore. Le petit plus de Displate que j'attendais vraiment de voir par moi-même, c'est le montage rapide et facile. Effectivement, le système de montage magnétique est super pratique, pas de trous, pas d'outils, juste quelques secondes pour installer et changer vos posters. Vous avez simplement à coller la fiche adhésive contre votre mur, et ensuite vous mettez votre magnète pendant 5 secondes sur l'emplacement. Et voilà, vous pouvez mettre n'importe quel poster Displate à cet endroit. On peut enlever notre poster et le changer en 2 secondes. Là, je veux mettre un autre cadran. Voilà. C'est incroyable si vous êtes en location notamment pour ne pas faire de dégâts dans vos murs, ou même si vous êtes propriétaire pour éviter de faire des trous partout et les reboucher plus tard. C'est des posters de qualité, notamment parce que les impressions sur les posters sont détaillées et ça résiste avec le temps. Et il y a aussi une nouvelle gamme qui est la gamme Textra. En fait, ça va offrir des finitions premium avec des effets 3D et des textures un peu plus tactiles pour ajouter plus de profondeur.
Ajoutez à ça, vous avez une livraison vraiment rapide, hein. Globalement vos displays arrivent entre 4 à 5 jours ouvrés, et avec mon code NEOXY, ou le lien en description en cliquant directement dessus, vous avez 25% de réduction sur 1 à 2 displays achetés, et si vous en achetez plus de 3, et bien vous avez 30% de réduction. À savoir que ça fonctionne avec la gamme Textra. Merci à Displate pour le soutien à la chaîne. Maintenant, accrochez-vous, parce que cette histoire va tout remettre en question. Je vous en dis pas plus, direction Lima, dans les années 1960 et 1970. Pour comprendre comment elle est parvenue à un tel exploit, il faut absolument qu'on se replonge dans son enfance. Quand Julian naît dans un hôpital de Lima en 1954, personne ne peut se douter du destin hors du commun qui l'attend. Personne, et encore moins ses parents, Maria et Hans Wilhelm. Ces deux biologistes et zoologues allemands ont débarqué quelques années plus tôt dans ce pays, avec pour seul projet étudier la forêt vierge péruvienne, encore peu explorée et documentée. Juste, petite parenthèse, quand je parle de forêt vierge, je parle de forêt inhabitée, inoccupée et inexplorée par l'homme. Mais avant de plonger dans l'enfance de Julian, il faut qu'on parle un peu de ses parents. Parce que ce couple hors du commun a tout à voir avec ce qui va suivre. C'est leur mode de vie et leur façon de l'élever qui vont, sans le savoir, préparer Julian à l'impensable. Je commence avec Hans Wilhelm, son père, qui aurait pu lui aussi être le héros d'un livre d'aventure, tant sa vie est passionnante. En 1947, Hans Wilhelm est déterminé à rejoindre le Pérou pour en faire son lieu d'étude. Sauf que, petit problème, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas encore de passeport et encore moins la possibilité de demander un visa ou prendre l'avion. Beaucoup auraient abandonné l'idée, mais pas lui. Parce que plutôt que de renoncer, il décide de passer en mode clandestin. Et c'était pas une mince affaire de rejoindre le Pérou de cette manière, c'était même une folie. Pour vous donner un aperçu du parcours hallucinant qu'il a dû affronter, il traverse les Alpes à pied pour rejoindre l'Italie, où il se fait arrêter et emprisonner, avant de réussir à s'échapper. Direction l'Espagne en évitant les forces de Franco, de là il cherche à embarquer pour l'Amérique du Sud via le Portugal, et j'en passe. Mais c'est pas fini, une fois au Brésil, il traverse à pied une grande partie du pays, jusqu'à atteindre enfin la frontière péruvienne, après plusieurs années de voyage et de clandestinité. Enfin installé à Lima, il est rejoint par Maria, une brillante ornithologue au caractère bien trempé, bien décidée à faire sa vie avec cet homme à l'autre bout du monde. La recherche est au centre de leurs préoccupations et est un mode de vie à part entière. Leur maison à Lima, nommée la Casa Humboldt, est d'ailleurs un lieu de regroupement incontournable pour les scientifiques du monde entier. Julian grandit dans un environnement complètement atypique, baigné dès son plus jeune âge dans un univers où les animaux, la classification des espèces et la protection de la nature font partie du quotidien. Et ce n'est pas juste de la théorie, la maison est un vrai refuge pour toutes sortes de bêtes exotiques dont elle s'occupe avec ses parents. D'ailleurs, il y a une anecdote dans son livre qui en dit long sur son rapport au monde animal. Alors que nous, on appelle un chien et un serpent, et ben la petite Julian, elle les nommait par leur nom scientifique en latin. Faut aussi dire qu'elle ne se contentait pas d'apprendre tout ça dans les bouquins, hein. Elle accompagnait régulièrement ses parents en expédition, en pleine nature, des périples de plusieurs jours, dans des conditions loin d'être confortables. Là-bas, savoir survivre, c'était pas une option, c'était une nécessité. Et clou de cette vie pas tout à fait comme les autres, Julian a vécu dans la jungle de ses 14 ans à ses 17 ans. Ses parents y ont installé une station de recherche, Panguana, paumée au milieu de nulle part, à des heures de marche de toute civilisation. Et ne vous imaginez pas un logement fonctionnel bien équipé, hein, non, évidemment, on parle d'une sorte de cabane dans les bois, sans douche ni eau courante, à la Robinson Crusoe, hein, qui aurait fait fuir plus d'une adolescente. Mais pas Julian, qui voit en Panguana un paradis sur Terre. Elle y développe ses connaissances, apprend à s'orienter, se déplacer, ou encore identifier la faune et la flore. Elle aime tellement ce lieu qu'elle y a consacré sa vie. Un lieu magique selon elle, mortel pour les autres. Mais ne brûlons pas les étapes, on n'en est pas encore là. «
24 décembre 1971. C'est la veille de Noël et l'ambiance est tendue à l'aéroport de Lima. Les halls sont bondés, ça se bouscule, ça s'impatiente. Personne n'est sûr de pouvoir embarquer et encore moins que l'avion va vraiment décoller. Certains passagers sont carrément retirés du vol, c'est d'ailleurs le cas du réalisateur Werner Herzog, dont on reparlera et qui ne le sait pas à ce moment-là, a une chance inouïe. D'autres, comme Julian et sa mère, attendent encore de savoir où l'avion va vraiment les emmener. Cusco ou Pucallpa, leur destination. Finalement, le sort en décide ainsi, ce sera Pucallpa. À cet instant, personne ne peut imaginer que ce choix vient de sceller leur destin. I remember that we started the day with mixed feelings. On the one hand, we were glad we had managed to get this flight. On the other, we were worried and anxious because Lanza had such a bad reputation after 2 previous crashes. Impossible en cette journée de fête et d'insouciance de prévoir que dans quelques heures, leur existence va basculer dans l'horreur et pour la plupart d'entre eux, dans le néant. J'ai parlé d'insouciance. Eh ben oui et non, parce qu'en réalité, prendre un vol Lanza en 1971, c'était un peu jouer à la roulette russe. Cette compagnie aérienne traîne une sale réputation, 2 crashs en moins de 5 ans. Un en 1966, 49 morts, et un en 1970, encore pire, 99 victimes. Et c'était pas une question de malchance, c'était bien de la pure négligence. Bien plus tard, on apprendra que l'un des avions crashés avait été réparé juste avant le vol fatidique par des mécaniciens de moto. Ouais, des mécanos de bécane, pas d'avion. Un autre détail tout aussi hallucinant s'ajoute à la liste, le pilote n'avait plus de licence. Alors oui, la compagnie était un vrai danger public, pourtant ce jour-là, 92 passagers et membres d'équipage montent à bord du vol 508. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait c'est toujours pareil, on croit que ça n'arrive toujours qu'aux autres. On le comprend au travers d'une discussion entre Julian et un jeune américain avant l'embarquement. En fait, il plaisante sur le nom de l'avion, Mateo Pumacahua, qui est en fait le nom d'un indépendantiste péruvien qui a fini écartelé. Est-ce que c'est un mauvais présage ? Eh ben ils en rigolent, et l'un d'eux lâche même, espérons que cet appareil ne finira pas écartelé lui aussi. Et le pire, son père avait supplié sa mère de ne surtout pas prendre un vol Lanza. Il la connaissait, cette compagnie, il savait. Mais Maria veut rentrer à Panguana au plus vite, le seul vol avec des places libres, un Lanza. Et pas n'importe lequel, le dernier avion encore en service de leur flotte. Ce qu'elles ne savent pas non plus, c'est que le Lockheed 188 Electra dans lequel elles embarquent n'est même pas conçu pour affronter les turbulences des Andes. Et ce qui rend tout ça encore plus cruel, c'est que Julian et sa mère n'auraient jamais dû être sur ce vol. Elles avaient prévu de partir le 23 décembre. Mais Julian a supplié sa mère de rester un jour de plus pour pouvoir assister à son bal de promo. Cette photo d'elle, prise quelques heures avant le crash, est probablement la dernière image de son enfance. Après ça, plus jamais rien ne sera comme avant. Les 25 premières minutes de vol se déroulent parfaitement. Les passagers discutent, rigolent, parlent de leur programme pour le réveillon du soir et globalement se réjouissent en ce jour de fête. Les petits encas sont distribués, bref, rien à signaler. Julian, installé en place 19F et sa mère en 19E, profitent du vol et des paysages à couper le souffle. The first 25 minutes of the flight were calm and normal. Nothing special. We got our lunch pack. And then it became increasingly cloudy. The plane flew into dark, dense thunderclouds. Alors qu'elle survole la forêt vierge, les turbulences commencent. D'abord légères, puis de plus en plus fortes, jusqu'à ce que l'avion soit secoué dans tous les sens. We flew straight into the storm, and it was frightening how the clouds streaked by, as if they were living creatures. It was pitch black, punctuated by continuous flashes of lightning. And never before or since have I ever experienced such turbulence. Les bagages tombent des compartiments, certains passagers se font percuter par leurs propres affaires. La peur commence à monter. Julian, qui a pourtant l'habitude de ces vols au-dessus des Andes et qui d'ordinaire trouve ça amusant, commence à comprendre que cette fois, c'est différent. Et elle aurait sans doute encore moins ri si elle aurait su que le Lockheed 188 Electra venait d'entrer en plein cœur d'un orage ultra violent. Ce qu'elle apprendra bien plus tard, les pilotes n'ont jamais dévié leur trajectoire. À aucun moment, ils n'ont tenté d'éviter la tempête. Pire, ils étaient encore en train de discuter de leur réveillon, comme si de rien n'était. Un mystère total. Puis soudain, un flash lumineux déchire la cabine. Un éclair, une explosion, difficile à dire, elle n'a presque aucun souvenir visuel de ce moment. Juste des bruits assourdissants. Le vrombissement de l'avion, les cris, et 5 mots,
Cette fois, c'est la fin. Ce sont les derniers mots de sa mère. 5 mots qui hanteront Julian toute sa vie. We went almost vertically down, and people screamed in horror. The souvenirs, flower bouquets, large parcels flew all over the cabin. Pour Julian, le déroulé du crash reste complètement flou. Elle se rappelle de l'avion qui pique droit vers le sol, et l'instant d'après, sans rien y comprendre, elle est dans les airs, hors de l'appareil, accrochée seule à sa rangée de sièges, tournoyant au-dessus d'un océan vert. Puis, le noir, elle s'est évanouie. Elle ne le sait pas encore, mais en ce 24 décembre 1971, elle chute de 3000 mètres. À ce niveau-là, on parle de miracle. Mais est-ce que c'est vraiment un miracle ? Julian, en bonne scientifique, a émis 3 hypothèses pour expliquer cette survie spectaculaire. In very big thunderclouds, there are dramatic updrafts, which drive everything upwards, and these could have slowed down my fall. 2. Le fait qu'elle soit tombée en vrille, accrochée à une rangée de sièges, aurait également ralenti sa chute, un peu comme les samarres d'érable. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les graines qui virevoltent à l'automne comme des sortes d'hélices. Et 3e option, et pas des moindres, la densité de la forêt et la présence de nombreuses lianes qui auraient pu amortir sa chute. Aucune de ces théories n'a jamais pu être vérifiée, mais Julian, elle en est convaincue. C'est sûrement une combinaison des 3 qui lui a sauvé la vie. C'est le nombre d'heures durant lesquelles Julian va rester inconsciente. Et si elle sait avec exactitude cette information, c'est grâce à sa montre qui ne va pas tarder à la lâcher. À son réveil, elle est allongée sous sa rangée de sièges. Autour d'elle, aucun passager ni débris du Lockheed. Elle hurle à l'aide, cherche d'autres survivants et plus particulièrement sa mère. Mais il faut se rendre à l'évidence, là où elle est, il n'y a personne pour lui répondre. Well, I saw that nobody was around. And I thought, where is my mother? I must find my mother. Physiquement, elle est étonnamment épargnée pour quelqu'un qui vient de vivre un tel accident. Une clavicule cassée, une entaille dans le mollet, une derrière le bras et globalement un état cotonneux. At first, I could hardly see at all. My left eye was swollen shut, and with the other, I could only see through a narrow slit. Au niveau pratique, elle n'a rien pour la sauver, elle n'a que sa petite robe d'été et une seule sandale ouverte avec elle. Sans le savoir, elle vient d'entrer dans une nouvelle étape, la survie. Même pour quelqu'un d'expérimenté, c'est un exploit. Malgré son état, elle met tout de suite en place des techniques et réflexes pour survivre, notamment boire de l'eau sur les feuilles ou faire des cercles pour retomber sur ses pas et ne pas se perdre pendant ses explorations. The only things I found at the crash site were a bag of candy, which I later took with me, and a Christmas cake, about this size, as is typical here in Peru. Par chance, elle tombe sur un paquet de bonbons et un panettone. Mauvaise nouvelle, le gâteau est trempé, elle le laisse sur place, une erreur qu'elle regrettera plus tard. Dès le début, un choix s'impose à elle, rester et attendre les secours, au risque qu'ils ne viennent jamais, ou partir elle-même en quête de la civilisation, au risque de se fatiguer et de se perdre. Elle choisit donc la seconde option et sans le savoir, la vie. Cette décision, celle de partir sans chercher désespérément à trouver un autre survivant, la presse le lui reprochera. Ils iront même jusqu'à raconter qu'elle serait partie alors que tous étaient vivants et criaient à l'aide. On peut donc comprendre avec le recul pourquoi Julian a longtemps refusé de parler aux journalistes et donc de raconter son histoire. Retour dans la forêt, c'est un bruit, celui d'un goutte à goutte qui va initier le trajet de la jeune Allemande. Malgré son état, ça fait tilt, ça veut dire une chose, il y a de l'eau et pas loin. Et elle le sait, l'eau, c'est la clé pour s'en sortir. Cette conviction ne sort pas de nulle part. Pendant leurs années à Panguana, les Kupke ont accueilli de nombreux chercheurs, dont un Américain. Une fois, l'homme parti en exploration s'était égaré pendant plusieurs jours. Comment s'en est-il sorti ?
Et ben en suivant un conseil que tous ceux qui ont vu les émissions Man vs Wild connaissent, pour retrouver les hommes, il faut suivre les cours d'eau. Avec cette découverte, Juliane se met en route et elle est même confortée dans son choix par le bruit des avions qui patrouillent au-dessus d'elle. Elle le sait, les autorités recherchent les rescapés, mais là où elle se trouve, cachée par la végétation, elle n'a aucune chance d'être repérée. Elle doit nécessairement atteindre un lieu dégagé. Ce qu'elle ne sait pas par contre, c'est qu'au 24 décembre 1971, le Pérou a déclenché la plus grosse opération de recherche de l'aviation civile du pays. Autant vous le dire tout de suite, ils ne parviendront jamais, par eux-mêmes, à localiser l'épave dans cette forêt impénétrable. Le 26 décembre, Juliane passe la majorité de sa journée à suivre le cours d'eau. La marche est donc pénible. La nuit, elle se cale toujours le dos contre un talus ou un tronc pour ne jamais être exposée de tous les côtés. While it was still light, I searched for a place where I had some protection for my back, a small slope or thick tree trunk. And I collected some large leaves I could cover myself with. During rainless nights, the mosquitoes were particularly bad. They almost ate me alive. Il faut pas oublier qu'elle est blessée et que la perte de ses chaussures l'oblige toujours à poser le même pied devant. Elle est constamment sur le qui-vive, d'une prudence extrême, notamment quand elle croise des animaux dangereux. Ce jour-là, une énorme migale. C'est aussi en ce 26 décembre qu'elle fait la découverte dans le ruisseau d'un premier débris de l'avion. Une turbine. Globalement, les jours se suivent et se ressemblent. Juliane est de plus en plus faible, mais elle ne ressent ni douleur, ni faim. I felt no hunger at all. During the entire time, I ate nothing. I felt no need to. However, I did drink a lot of water. Comme si son corps tout entier s'était prédisposé à la survie, et je trouve ça absolument fou de voir de quoi le corps humain est capable. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore cette histoire et que je voulais vraiment vous la raconter en détail. On pourrait donc penser que cette absence de sensation de douleur est une bénédiction, mais Juliane sait ce qu'elle signifie, elle est en train de mourir d'épuisement et de faim. Les bonbons ne suffiront pas, et c'est la saison des pluies, autrement dit, la saison où elle n'a aucune chance de trouver des fruits. Elle ne sent peut-être pas encore la douleur, mais la terreur, elle, ne tarde pas. Devant elle, 3 passagers encore attachés à leur siège, plantés tête la première dans le sol. Une vision d'horreur. Et comme si ça ne suffisait pas, une angoisse soudaine la frappe, et si c'était sa mère? Le cœur battant, elle s'approche, elle observe le corps, repère un détail, du vernis à ongles. Sa mère n'en portait jamais, un immense soulagement la traverse, et puis elle réalise, c'était absurde, sa mère était attachée à sa propre rangée. La pression retombe, Juliane reprend son souffle et son chemin. 6e, 7e jour de survie, Juliane n'en sait rien, tout est devenu flou, mais une chose est sûre, elle vient d'entendre un cri familier, celui d'un oisin huppé. Et c'est une nouvelle incroyable pour elle, car c'est un oiseau qui vit sur des eaux ouvertes, là où elle pourrait être aperçue depuis le ciel. L'espoir reprend, sauf que rejoindre cet endroit dans son état, c'est une autre histoire. L'embouchure du petit affluent qu'elle suit est complètement bloquée par des arbres. Elle essaie de forcer le passage, mais c'est trop compliqué, trop épuisant. Après plusieurs tentatives, elle décide de contourner par voie terrestre. Et là, c'est encore pire. Pas de chemin, pas de sentier, juste une végétation qui pousse dans tous les sens. En temps normal, même avec une machette, avancer ici prendrait des heures. C'est donc non sans peine qu'elle débouche enfin sur cette grande rivière, mais la joie est de très courte durée. Non seulement la rivière n'est pas navigable pour l'homme, et pire, en levant la tête, elle se rend compte qu'elle ne voit pas d'avion, mais surtout qu'elle n'entend plus depuis un moment. Ce qu'elle redoutait devenait réalité. Ils ont abandonné les recherches, et malheureusement, elle n'a pas tort. Une fois la déception passée, elle se reprend, elle n'a pas survécu jusqu'ici pour abandonner maintenant. Elle fait un bilan très rapide, dans sa situation, continuer par voie terrestre, c'est trop risqué, sans ses lunettes, elle risque de ne pas voir venir un serpent venimeux ou une autre bestiole mortelle. Il ne lui reste plus qu'une seule solution, plonger dans la rivière. Mais là aussi, les risques sont énormes. Pas à cause des crocodiles ou des piranhas, elle le sait, ils n'attaquent pas sans raison, mais plutôt à cause des raies venimeuses qui peuvent se cacher au fond de l'eau. Il suffit de mettre son pied dessus et la bête peut libérer un poison qui pourrait lui être fatal. Pour éviter ce problème, elle choisit de se laisser porter par le courant. Tout au long de son périple, Juliane n'a jamais peur. Elle y croit dur comme fer, elle s'en sortira.
Pas par miracle, mais par elle-même. Pendant que le monde fête l'arrivée de l'année 1972, Julian, elle, se bat toujours pour sa survie, et en lisant son livre, on se rend vite compte, au vu des souvenirs qui deviennent flous, que Julian s'affaiblit. Les seules informations qu'on obtient de ces jours, c'est la présence insupportable de moustiques qui la piquent et de caïmans qu'elle croise dans l'eau. Mais le pire arrive quand elle découvre ce qu'elle redoutait le plus. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Dans la plaie ouverte derrière son bras, des asticots blancs grouillent. Elle sait exactement ce que c'est, son chien en avait déjà souffert autrefois, une infection dont elle ne peut rien faire, pas maintenant. The only thing that really alarmed me was this wound that I had on my arm. The flesh flies had laid their eggs there. Maggots had hatched and they had eaten themselves deep into my flesh. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Julian découvre que sa peau est brûlée jusqu'au sang par le soleil. Un jour de plus, une heure de plus, Julian ne sait plus, avec la fatigue, tout se mélange dans son esprit. À bout de force, elle commence à halluciner, à tel point qu'elle développe des pensées dangereuses, elle veut absolument attraper une grenouille, pourtant venimeuse, juste pour avoir quelque chose à manger. Heureusement, elle n'y parvient jamais. Dans cet état de léthargie totale, elle s'arrête une nuit de plus sur la berge pour se reposer, elle est au bord de l'épuisement. Et là, elle voit un bateau. Then, on the 10th day, I settled down on a sandbank towards evening. I had by now grown very weak and half dozed off. But there was something that I should have seen, only I didn't see it in my semi-conscious state. And I saw a boat right in front of me. I thought, this can't be real. Have I gone crazy? Avec les dernières forces qu'elle a, Julian se jette à l'eau, elle traverse, mais dans son état, ça lui prend des heures pour atteindre l'autre rive. Quand elle y arrive enfin, elle découvre des marches de terre menant à une cabane en bois, un tombeau construit par des locaux. Et juste à côté du bateau, de l'essence. Et là, accrochez-vous, parce que c'est complètement fou, jamais, pas une seule seconde, Julian n'envisage de prendre le bateau pour s'enfuir. Pas une seule. Et là, vous allez me dire pourquoi ? Eh bien parce que pour elle, c'est évident, si elle part avec ce bateau, elle condamne peut-être quelqu'un d'autre. Dans son esprit, c'est pas une question, c'est un fait. Et pourtant, elle est à bout, faible, épuisée au bord du précipice, mais elle choisit de ne pas se sauver aux dépens d'un autre. Elle utilise quand même l'essence pour faire sortir les vers de ses plaies. Je vous passe les détails, c'est absolument immonde. Puis ensuite, elle s'écroule de fatigue près de la cabane. Pendant qu'elle somnole, elle entend des voix. Il lui faut un temps pour réaliser, mais elle entend bel et bien des voix d'hommes. I was very weak and lay half conscious in this hut. And suddenly I heard voices approaching from the jungle. At first I couldn't believe it. And then I had a feeling of boundless relief. He was the first person I saw. And it was as if an angel had come unto me. Sauf qu'elle n'est pas au bout de ses peines, les Péruviens surpris la prennent pour une déesse locale et en ont peur. Julian, qui ne s'en rend pas compte, saisit sa chance et articule ces quelques mots en espagnol « Je suis tombé avec l'avion de la Lanza, je m'appelle Julian ». Elle n'est pas pour autant sortie d'affaire, ils sont au milieu de nulle part, enfin plus exactement sur le Rio Chebonia, à des longues heures de bateau de Tornavista, le village le plus proche. Ces sauveurs, épuisés eux aussi, décident d'attendre le lendemain avant d'entreprendre le trajet. Pendant ce temps, à des dizaines de kilomètres de là, le monde a déjà fait son deuil. Personne ne se doute qu'au beau milieu de cette jungle, une survivante vient d'être retrouvée, vivante, presque indemne. Son retour parmi les hommes est difficile. Déjà, il faut la rapatrier en avion et on imagine bien que c'est la dernière chose dont elle a envie. Mais super résiliente, elle accepte une fois de plus son sort. Vous vous souvenez quand je vous disais que dans cette histoire, l'extraordinaire repose dans les détails ? Eh bien, typiquement, la pilote qui la ramène n'est pas n'importe qui. C'est Jerry Cobb, une aviatrice de grand nom et la première femme à avoir été entraînée pour être astronaute lors du programme Mercury 13. Autre épreuve qui l'attend, les meutes de journalistes qui ne lui laisseront aucun répit
pendant sa période de convalescence. D'ailleurs, en parlant de sa convalescence, ça me fait penser à un point que j'avais très envie d'aborder avec vous, l'état physique de Julian. Vous vous en doutez, les blessures qu'elle s'était auto-diagnostiquées ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En plus de la clavicule cassée et de ses plaies, elle souffre d'une grosse commotion cérébrale, d'un tassement des vertèbres, d'une hépatite et elle a les ligaments croisés d'un genou rompu. Un point qui a d'ailleurs fait douter le médecin sur la véracité de son récit et de la possibilité qu'elle ait pu marcher dans de telles conditions. Pour Julian, c'est la preuve que dans un danger imminent, le corps humain est capable de tout. Mais l'épreuve la plus douloureuse n'était pas physique, c'était la prise de conscience. Tout au long de son périple, elle ne savait pas si elle était la seule survivante. Et dans ce malheur, j'ai presque envie de dire heureusement, parce que si elle avait su dès le début que sa mère n'avait pas survécu, peut-être que rien de tout ça n'aurait été possible. Notre histoire aurait pu s'arrêter là, mais justement, en parlant de sa mère, j'avais envie de vous parler d'un détail assez mystérieux. C'est même une histoire dans l'histoire. Quand le corps de Maria a été retrouvé, c'est le père de Julian qui a été chargé de l'identifier. En se rendant à la morgue, quelque chose l'interroge, le corps de Maria est plutôt bien conservé, à un détail près, sa tête n'est pas entière. Pour le commun des mortels, rien à signaler, mais pour Hans Wilhelm, c'est plus que surprenant. Normalement, après plusieurs jours dans la jungle, les charognards et insectes auraient dû dévorer le corps. Ce qui soulève une question glaçante. Maria a-t-elle survécu quelques jours après le crash? Si elle était morte sur le coup, pourquoi son corps est-il aussi bien conservé? Mais si elle a survécu, alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Hans Wilhelm a une théorie, Maria aurait été assassinée. Une idée à laquelle Julian ne croit pas une seule seconde. Peu importe, il décide de rapatrier le corps à Lima, puis de l'envoyer en Allemagne pour des analyses complémentaires. Mais là, coup de théâtre, à l'ouverture du cercueil, Maria est méconnaissable. Son corps est complètement décomposé, bien plus que ce qui serait normal après quelques jours de transport. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre Lima et l'Allemagne? On n'aura probablement jamais la réponse, mais une chose est sûre, Hans Wilhelm n'a jamais accepté la version officielle. Aveuglé par son chagrin, il restera persuadé toute sa vie qu'un complot entoure la mort de son épouse. Ce qui me retourne le cerveau dans cette histoire, et peut-être que vous aussi, c'est à quel point la vie ne tient à rien du tout. 91 personnes n'ont pas eu la même chance, des Péruviens et des étrangers en route vers Pucallpa pour se réunir avec leur famille et fêter Noël ne sont jamais arrivés à destination. Leur histoire, leurs rêves, leurs projets se sont brutalement arrêtés ce jour-là. Alors si l'histoire de Julian nous rappelle à quel point la vie ne tient qu'à un fil, elle nous rappelle aussi de ne pas oublier ceux pour qui ce fil s'est brisé. Back here, there is a row of graves in the form of traditional niches. Quite a few names of very young people catch my eye. Some of them children, others barely 20 years old. Here a young woman. Further on, a young man, barely 18 years old. Et si elle n'était pas allée à son bal? Et si sa mère avait refusé de prendre la Lanza? Et si elle n'avait pas choisi d'attendre les secours? Et si elle n'était pas la fille de scientifiques? Tout repose sur une infinité de si. Changer un seul détail et sa vie aurait pu être totalement différente. Et effectivement, s'il y a bien une chose qu'a retiré Julian de cette expérience, c'est la certitude qu'elle n'avait pas survécu pour rien et que cette vie après le crash devrait servir à une plus grande cause, protéger cette forêt qu'elle aime tant et continuer l'œuvre de ses parents en préservant Panguana, notamment en parvenant à faire de la station familiale une zone protégée en 2011. Et c'est bien dans cette unique finalité que Julian a choisi de raconter son histoire en publiant son livre il y a bientôt 15 ans. En mettant de la lumière sur son expérience de survie, elle mettait surtout en valeur son amour pour ce milieu naturel, hyper important pour la préservation de la biodiversité, mais surtout pour la survie d'une espèce tout entière, l'homme. Jusque-là, Julian avait toujours évité la médiatisation, refusant même d'utiliser son nom d'épouse pour rester dans l'ombre.
C'est sa rencontre avec Werner Herzog en 1998 qui change tout. Il lui propose de revenir sur les lieux du crash dans un documentaire bouleversant, Wings of Hope, les ailes de l'espoir. Si vous ne l'aviez pas vu et que vous ne connaissiez pas cette histoire avant, eh ben foncez parce qu'il permet vraiment de comprendre Julian et tout ce qu'elle a vécu. Ce film montre surtout à quel point elle a une force mentale de dingue. Elle peut donner l'impression d'être froide et détachée, mais en réalité ce film montre surtout l'incroyable force mentale qu'il a fallu pour tenir bon. D'ailleurs, pendant le tournage, il tombe sur des morceaux de la carcasse de l'avion, encore là, des décennies après. Une preuve concrète de la tragédie figée dans le temps. Depuis la sortie de son livre, Julian se fait très discrète. J'ai juste pu trouver qu'en 2019, elle a reçu l'Ordre du Mérite pour service distingué de l'État péruvien. Voilà, je vous laisse là-dessus pour cette histoire fascinante. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous rappelle qu'avec mon lien en description, eh ben vous avez 25% de réduction sur 1 à 2 posters Displate ou 30% à partir de 3 Displate. Et ça fonctionne toujours sur la gamme Textra. Merci à tous d'avoir suivi cette petite enquête. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Neoxy.